Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement ? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut la compagnie, c'est Alex et aujourd'hui je suis de retour pour un 40e épisode déjà. Et pour fêter cela, on dépasse les frontières jusqu'à atteindre une nouvelle capitale européenne et capitale de Belgique, Bruxelles. En 2024, cette dernière comptait près de 200 000 Belges. Pour la petite anecdote, l'évêque de Cambrai a commandé la construction d'une chapelle au 7e siècle, autour de laquelle s'est progressivement formé un petit village nommé Brozella. L'année 979 marque toutefois la date officielle de la fondation de la ville lorsque le duc de Brabant a fait construire une forteresse sous l'empire d'Othon II du Saint-Empire pour défendre la place. Par la suite, la ville s'est rapidement étendue au point de se transformer en un important centre commercial, participant même aux foires de Champagne à la fin du XIIIe siècle. Au XIVe siècle, une rébellion a éclaté de la part des personnes de divers métiers contre les 7 lignages, membres de la noblesse urbaine, qui possédaient le pouvoir politique et le privilège commercial de façon exclusive. Une constitution municipale a finalement été adoptée en 1421 pour répartir le pouvoir entre les lignages et les corporations de métiers regroupées en 9 nations. Celle-ci est restée en vigueur jusqu'en 1795. Bruxelles a aussi un passé espagnol. En 1477, la capitale dépendait de l'Empire espagnol et est devenue l'un des sièges du gouverneur de Flandre. L'année 1609 marque ensuite la séparation des Provinces-Unies du Nord et Bruxelles reste la capitale des Pays-Bas espagnols. En 1567, les luttes politico-religieuses se sont étendues jusqu'à la Flandre, à tel point que le roi Philippe II d'Espagne a décidé d'envoyer le duc d'Albe pour les enrayer. Ce dernier a alors instauré le Conseil de Cent et a mené une répression impitoyable, d'où un grand mal-être dans la région et l'une des causes de la guerre de 80 ans, de 1568 à 1648, contre la monarchie espagnole. Quand le soulèvement de Guillaume d'Orange contre l'Espagne a eu lieu, aidé des pirates, Bruxelles a soutenu la cause de l'indépendance. L'instabilité politique d'antan a indéniablement provoqué l'effondrement économique de la capitale. En 1713, Bruxelles est officiellement passée de la souveraineté d'Espagne à celle de l'Autriche par le biais du traité d'Utrecht. S'ensuivent d'autres bouleversements. En 1789, les Belges se sont soulevés contre les Autrichiens et ont proclamé les États belgiques unis. Puis, en 1795, Bruxelles est occupée par les troupes napoléoniennes et a appartenu à la France, du moins jusqu'à la défaite de Napoléon Ier à Waterloo en 1815. Après cela, Bruxelles a rejoint le nouveau royaume des Pays-Bas, né du Congrès de Vienne, et il faut attendre le 25 août 1830 pour qu'un nouveau mouvement insurrectionnel contre les Pays-Bas donne lieu à l'indépendance de la Belgique, nommant notamment Léopold Ier comme premier roi de Belgique et Bruxelles comme capitale de la nouvelle nation. C'est alors le début d'un développement constant de la ville, excepté durant les 2 guerres mondiales, à tel point que Bruxelles a été choisie 3 fois pour accueillir 3 expositions universelles, celles de 1897, 1910 et 1958. Et c'est précisément lors de cette dernière exposition que l'Atomium, l'un des symboles de la ville avec le Manneken Pis, a été construit.
De nos jours, Bruxelles est une ville cosmopolite. Englobant le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil européen, elle est la capitale politique de l'Union européenne. De plus, Bruxelles est le siège de l'OTAN et est devenue l'arbitre entre les communautés divergentes wallonnes et flamandes. Je ne sais pas vous, mais j'ai hâte de m'enrichir de nouvelles rencontres à l'échelle européenne, d'autant plus qu'on a aussi une citation de Jean Monnet à analyser. L'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Place au fragment d'essence. Bonjour monsieur, ça vous tenterait quelques minutes? Ouais, j'ai quelques minutes, oui. Super. Mais je vais dire, mon français, c'est pas... Je trouve que vous vous débrouillez bien, donc ouais. ça va bien se passer. Est-ce qu'on peut connaître vos prénoms pour commencer, s'il vous plaît? Thomas. Thomas, enchanté. Bienvenue dans Fragment d'essence. Pour commencer, alors pour faire un petit peu connaissance, si demain vous devez vous retrouver sur une île déserte et que vous pouviez prendre 3 objets sur vous, lesquels ce seraient? Un chien, c'est un objet ou... Non, c'est pas un objet, mais oui, on peut compter un chien si vous voulez. Oui, je vais lui prendre. Et des autres objets, je pense quelque chose pour cuisiner. Comme ça, je peux faire mon propre alimentation. Je vais prendre... En fait, mon but, c'est de regarder sur YouTube pour voir qu'est-ce que je dois faire dans une île déserte. Okay. Je vais faire ce réflexe-là. Mais sinon, peut-être quelque chose pour dormir. Un matelas. Ouais, ok. Comme ça, j'ai un peu de confort. Et autrement, je pense dans une île déserte, on n'a pas d'internet. Effectivement. Je suis rien avec mon GSM. Peut-être je prends une caméra pour quand même pour faire que je peux prendre des photos et des... Pour filmer. Oui, Ouais, c'est comme ça, quand peut-être après je rencontre les gens, je peux montrer ce que C'est vrai. j'ai vu. Donc on l'accompagne, on a de quoi faire à manger avec la cuisine, on a de quoi dormir, on a de quoi prendre des vidéos. Je pense que là on a la totale. Tu aimes bien faire la cuisine en général? Oui, j'aime bien la cuisine. Pour le moment, j'ai pas beaucoup de temps pour le faire, mais oui, je dois aussi faire du temps pour ça. Okay. C'est une balance que j'essaie de trouver parce que quand on cuisine sous pression, je veux dire qu'on est obligé de cuisiner pour avoir des plats, c'est un peu... Je trouve ça parfois un peu embêtant, mais si j'ai du temps pendant le week-end, le samedi ou le dimanche, je trouve ça très agréable pour un peu chercher une recette sur Internet et après pour aller au magasin pour acheter toutes les choses que j'ai besoin et après je fais le plat. Qu'est-ce que c'est ton plat préféré alors? Tu en as déjà fait un dont tu es fier? Mon plat préféré, en fait, je pense que c'est le classique, c'est le spaghetti bolognaise. Ça ne doit pas être difficile, mais oui, j'aime bien le spaghetti. Ça doit pas être plus compliqué que ça. Alors ici, on est à Bruxelles, une des capitales européennes. Est-ce que tu te sens européen, personnellement? Je pense oui. Qu'est-ce qui te fait sentir européen au quotidien? Le fait que je suis né ici, que j'ai toujours fait des voyages en Europe avec mes parents déjà, en France, Italie, Espagne, Allemagne. Alors je pense que ça fait un peu que je me sens en Europe, que je me sens un peu plus lié aux ces pays-là comparé avec des autres pays. Je pense que ça c'est le plus important. Et justement, on a une citation, on aime bien analyser les proverbes du jour dans Fragment d'essence. Et aujourd'hui, on a une citation sur le thème de l'Europe, une citation de Jean Monnet. Jean Monnet a dit « L'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises ». Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça t'évoque? La somme des solutions, peut être par de différents pays ou Oui, tout à fait, par l'ensemble des pays de l'Union européenne ou même au-delà, pour surmonter ces crises en fait. Oui, je pense que l'avantage de l'Europe, c'est qu'il y a, je pense, beaucoup de cultures diverses en Europe, parce qu'on a beaucoup d'histoires ici. Et je pense que comme ça, il y a beaucoup plus de perspectives pour une solution ou pour un problème, pour avoir différentes solutions. Et quand on fait ça ensemble, je pense que ça fait une combinaison plus ce qu'on veut. C'est peut-être un peu le petit Belgique. La Belgique est petit Europe parce qu'on a Bruxelles, Flandre et Wallonie. On a aussi
je pense quand même 3 différents types de cultures et ça vient, c'est pas toujours les meilleures solutions, mais ce sont quand même des solutions ou des compromis qu'on doit faire qui sont un peu plus diverses que par exemple aux États-Unis, je pense c'est plus unitaire ou plus, moins divers. C'est vrai que quand parfois dans un pays déjà entre 3 régions différentes, on a des intérêts qui divergent. Alors quand on regarde à l'échelle encore plus globale, à l'échelle européenne, où on a 27 pays de l'Union européenne qui doivent se réunir autour d'une table et qui doivent se mettre d'accord pour la majorité pour justement décider d'une direction à prendre, c'est pas toujours facile. On sait ça de la Belgique. Hein, ça. Alors, quand il y a 27 pays, ça devient encore plus difficile. Peut-être aussi pas toujours efficace, quand tout le monde doit être d'accord. Alors dans ce podcast, on est aussi mobile. Donc là dernièrement, on est parti à Arcachon, près de Bordeaux, donc en France, et on a rencontré Florian. Et Florian, il a une question à poser au prochain inconnu qu'on va rencontrer. Donc c'est tombé sur toi. La question qu'il posait, Florian, c'est qu'est-ce que c'est pour toi un avenir désirable d'un point de vue collectif? Je pense qu'un avenir à désirer, c'est que peut-être la technologie maintenant c'est très important. Peut-être à l'avenir, ça ne devient pas trop important qu'on est un peu, je dirais, un robot dans le système qui suit la machine. On voit déjà dans le travail, les gens qui travaillent dans des grandes firmes et peut-être la plupart du temps, ils font des travaux qui ne sont pas toujours, qui donnent satisfaction, je pense. On fait toujours la même chose avec l'ordinateur. C'est peut-être, je pense que dans le passé, quand on était un artisan, je pense que ça vous donne beaucoup plus de satisfaction. Et oui, j'espère qu'on peut retourner vers ce monde-là. Je pense que ça va donner beaucoup plus de gens de satisfaction. Et toi, personnellement, est-ce que ton travail est aussi derrière un bureau? Oui, mon travail est effectivement dans un bureau. Je trouve personnellement, moi j'ai encore un peu la variation dans le travail, comme je peux encore un peu choisir ce que j'ai fait, mais oui, je dois dire quand même, oui, c'est parfois, je trouve ça ne donne pas toujours la satisfaction qu'un artisan reçoit, je pense, pendant le travail. Depuis combien de temps? Ça fait longtemps que tu es ici? 5 ans. Ok, super. Justement, on a une question aussi. Donc, si tu devais faire découvrir la ville aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu recommanderais à visiter? Je trouve Bruxelles, ils ont des très belles parcs. Maintenant, ici, on est au Parc Royal. C'est très joli. Mais je pense que le plus beau parc, c'est Bois de la Combre. Et après, vous avez le forêt de Soignes. Okay. Arrière de Bois de la Combre, ça devient le forêt. Et je trouve là, c'est vraiment... je pense que c'est presque le plus grand forêt de la Belgique. Et c'est très ancien. Okay. Et c'est très près du centre de la ville. Alors je trouve ça vraiment très joli. Ok, bah super. Est-ce que c'est loin? Peut-être que je vais visiter après. Oui, tu peux aller avec le tram. Super, d'accord. Il passe ici, mais maintenant il y a des travaux. Alors c'est une autre route, mais je peux t'expliquer. Pas de souci, merci beaucoup. Alors maintenant, à toi de poser une question au prochain inconnu que je vais rencontrer. Est-ce que tu aurais une question? Tu as le temps de réfléchir, hein, pas de souci. Je vais réfléchir. Peut-être, oui. Un peu dans le même thème que l'autre question. Moi, je dirais, si vous pouviez changer ton trajet scolaire et de carrière, qu'est-ce que vous choisiriez? Ah ouais. Alors, si vous pouviez changer votre parcours scolaire, qu'est-ce que vous changeriez, c'est ça? Oui, c'est ok, ça. Très bien, je retiens. Super. Bah, merci beaucoup. Oui, pas de souci. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour madame. J'espère que ça ne va pas durer très longtemps. Et en plus, je ne suis pas francophone, je suis espagnole. C'est pas grave, vous parlez bien français. Ok, merci. Ok. Alors,
Est-ce qu'on peut mettre votre prénom pour commencer, s'il vous plaît? Marisa. Marisa, enchanté, bienvenue dans Fragment d'essence. Donc moi c'est Alex. Alors pour commencer, faire un petit peu connaissance, si demain vous êtes sur une île déserte et que vous pouviez prendre 3 objets avec vous, lesquels ce serait? Pas de chiens. Si vous voulez prendre des animaux aussi, vous pouvez. Ah oui, ma chienne. Ok, super. Comment elle s'appelle? Molly. Molly, très bien. Molino de la Mancha. Oui, ça serait une chose. L'autre chose, un téléphone qui fonctionne avec couverture, Ça va si venir. c'est possible, et batterie. Fondamental pour que quelqu'un puisse venir nous chercher ou en tout cas garder le contact humain, c'est important. Ça c'est important. Tout à fait. Voilà. Alors, on est ici à Bruxelles, capitale européenne. Est-ce que vous vous sentez européenne au quotidien? Et si oui, qu'est-ce qui vous fait sentir européenne, Marisa? Mais oui, je me sens très européenne. C'est pour ça que j'habite à Bruxelles et je suis espagnole. Ça, c'est justement un des avantages d'être européen, qu'on peut bouger n'importe où, on peut habiter n'importe quel pays. On a les mêmes droits que les citoyens de ce pays. Et je me sens très, très européenne. Et je pense que surtout dans ces circonstances, c'est mieux d'être unis en Europe, comme européenne, qu'être séparés 27 pays, parce que face à ce que vient, avec toutes les questions aux États-Unis, en Russie, la Chine, etc., donc c'est mieux. L'union fait la force. Il faut être européen et je crois que c'est quelque chose qu'on a battu pendant des années, qui a coûté beaucoup, qui a coûté des millions et des millions de vies. Il ne faut pas oublier qu'il y a 81, il y avait les Européens qui se tuaient les uns et les autres dans les guerres, qu'on a eu 2 guerres mondiales, qu'on a coûté, comme je dis, des millions de vies de jeunes. Donc c'est la paix qu'on a réussi avec ça. Et seulement pour ça, la paix, parce que maintenant on a la guerre en Ukraine, on a Gaza envahi, etc., etc. Il y a autant de choses autour de nous qu'il faut être justement unis et être européens surtout. Plutôt européen qu'espagnol. D'ailleurs, la devise de l'Union européenne, c'est United in Diversity, l'union dans la diversité. Justement, c'est ça je crois que c'est ça qui fait la force. On a autant de cultures, on a tant de langues différentes que c'est très important. Ça, c'est notre avantage. La différence, la diversité, ça enrichit. Travailler avec d'autres qui ont d'autres cultures, d'autres approches pour un problème, c'est beaucoup plus efficace qu'être juste dans nos capsules avec les personnes qui sont de notre village. On a la même culture, on n'aura pas des approches différentes et des points de vue différents pour réussir. Justement, toujours dans le thème, on a une citation, celle d'un père fondateur de l'Union européenne, Jean Monnet. Jean Monnet, il a dit « L'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à cette crise. » Alors, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire, Marisa? C'est vrai que ça a été juste après la guerre qu'on a réussi, que Jean Monnet est un des pères de l'Europe. Et c'est lui qui a inspiré les fameux discours du 9 mai de Robert Schuman. Et ça m'inspire que justement maintenant on est dans une crise et peut-être on va sortir renforcé, selon Jean Monnet. J'espère que ça soit, je crois que c'est comme ça, je croise les doigts. Et si ça va nous faire plus forts et plus unis, tant mieux. Mais parce que justement l'objectif de ceux qui sont dehors, c'est de nous séparer, de nous maintenir séparés, parce que la division, ça fait gagner. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Jean Monnet, bien sûr. La somme des solutions. Alors, c'est plutôt optimiste quand on est tourné vers les solutions. Comment, de nos jours, on peut trouver des solutions? Comment trouver des solutions? Ça, c'est une question que si je le savais, je sais pas. Je n'ai aucune idée. Il faut trouver, surtout avec les problèmes qu'on a aux États-Unis, avec l'arrivée de Donald Trump et ses collègues qui font des disparates, Poutine en Russie, etc. Je ne sais pas comment trouver une solution. Chaque matin que je me lève, je dis, je vais voir qu'est-ce que Donald Trump nous a préparé pour aujourd'hui. Il est très agéré avec son doctrine noire, en train de signer des choses folles. Comment on peut... Je ne sais pas, justement, c'est ça. On va profiter de notre diversité, on va être ensemble. Je crois que notre politicien, c'est indépendant de la couleur politique, qu'ils soient ensemble et qu'ils décident qu'ils soient pour prendre des décisions qui soient positives et trouver une solution. Mais c'est difficile. Donc en fait, il faudrait une fédération politique pour la paix dans le monde entier. Oui, ça serait idéal. Ça serait idéal, mais comment le faire, comment trouver la solution si je l'avais? Mais je suis une pauvre citoyenne qui promène sur sa chienne dans les parcs de Bruxelles, donc je n'ai pas de solution. On est ici donc à Bruxelles. Est-ce que vous connaissez la ville depuis longtemps? Ça fait longtemps que vous vivez ici? Oui, il y a déjà quelques années que j'habite ici, depuis 30 ans. Wow, super! Oui.
Je connais un peu. Qu'est-ce que vous recommanderiez à visiter dans le coin, à Bruxelles, pour les personnes qui nous écoutent, qui ont envie de visiter, qui n'ont pas encore découvert Bruxelles? Bon, à part la Grande Place, bien sûr, il y a pas mal de choses. C'est que maintenant que c'est le printemps et que c'est quelque chose que les touristes ne font pas, et que c'est, moi je crois, unique et idéal, c'est prendre le tram, le 44, à Montgomery et faire tout le trajet jusqu'au musée de l'Afrique. Okay. Surtout en printemps, en automne aussi, c'est magnifique. C'est un tram qui traverse des forêts. Et ça, je crois que je ne l'ai pas vu dans aucune ville. Donc, ça, c'est quelque chose de spécial et unique qu'on trouve ici à Bruxelles. D'accord. Et alors, tout à l'heure, j'ai interviewé un monsieur, un jeune homme. Il s'appelle donc Thomas. Et Thomas, il a aussi une question. Donc, si vous pouviez changer votre parcours scolaire, votre parcours professionnel, qu'est-ce que vous changeriez? Surtout votre parcours jusqu'à maintenant, scolaire, professionnel. Vous savez, je crois que je ne changerai rien. Je suis contente de ce que j'ai fait. Je suis contente de tout mon parcours scolaire. Ce que j'aurais peut-être amélioré, c'est justement l'étude de langue. Oui, okay. Oui, j'aurais amélioré mon français, mon anglais, l'italien. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a manqué, c'est vrai. Et ça, et en termes professionnels, non, je suis contente. J'ai eu la chance de travailler en Espagne, de ce qui me plaisait, et puis venir ici et trouver aussi un travail intéressant. Et voilà, non, pour le parcours professionnel, je suis fière. Il ne faut pas oublier que je suis née dans une dictature. Parce que Franco était en Espagne. Tout mon parcours scolaire jusqu'à l'université, Franco est mort quand j'étais à l'université déjà. Et ça, sa doctrine, mais heureusement, je me suis sauvée. Et aussi, j'aurais changé justement une éducation démocratique. Mais la démocratie, à ce temps-là, n'existait pas en Espagne. Mais de toute façon, bon, ça m'a permis quand même de voir la différence. Et profiter, justement, aimer beaucoup plus la démocratie. Parce que comme je ne l'ai pas eu pendant 18 ans, c'est vraiment quelque chose, c'est une conquête qu'il faut défendre. Alors justement, comme vous avez vécu la dictature de Franco, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez vécu qui vous a beaucoup touché pendant cette dictature? Bon, pour moi, ça a été déjà le bon temps. Ce n'était pas la post-guerre. Mais de toute façon, par exemple, une chose qui m'a marqué personnellement, je suis née gauchère. Et ça, c'était maudit à ce moment-là. Et donc, j'étais obligée à utiliser la main droite à l'école. Donc, je suis gauchère contrariée, qui s'appelle. Et j'ai eu même la dyslexie. J'ai commencé à avoir des problèmes pour parler, pour l'addiction, etc. Heureusement, en train de patiner, je me suis cassé les bras droits et j'en étais obligée de me laisser utiliser la main gauche. Mais ça m'a sauvée. Mais voilà, quand j'écris avec la droite, mais j'ai fait les lettres à l'envers. Mais si j'écris sur un plan, sur le mur, ça doit être la gauche. Et avec les ciseaux, avec tout, c'est la gauche. Sauf pour écrire, parce que j'étais obligée. Je me souviens que chaque matin, quand je sortais à l'école, ma mère me mettait un anneau dans la main droite. Elle me disait, tu vois, ça c'est la main bonne, la main de bandit. C'est ça, la main que tu dois utiliser. La main gauche, non. Non. Surtout pour faire la croix, pour écrire, pour coudre, impossible. Et voilà. Et même une fois, on m'a menacé pour m'attacher la main gauche au dos, quand j'étais petite, oui, à l'école. Mais à part ça, de toute façon, j'avais de bons profs et je suis très contente parce que c'était des professeurs un peu maudits aussi pour la dictature, mais ils devaient quand même dissimuler. C'est pas facile, ouais. Ça, et pour l'autre, je me souviens quand j'étais au bac, il y avait des professeurs qui ont été arrêtés par la police parce qu'ils étaient réunis dans un appartement, tous ensemble, en train de parler justement de comment arriver à la démocratie ou des choses contre la dictature. Ils ont été arrêtés, ils ont été amenés en prison, mes professeurs. C'est la seule chose que je me souviens, c'est comme ça. On a de la chance d'être en démocratie. Ben oui, vous savez la chance, vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce que c'est une dictature. Merci beaucoup pour ce partage. Est-ce que vous auriez une question aussi à poser au prochain inconnu que je vais rencontrer? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il pense de Donald Trump? Ça, vous savez de gros mots. D'accord. Dans votre podcast. Ok, alors super. Donc merci d'avoir contribué. Parce qu'on a besoin d'être unis. Et merci à vous. Pas de problème pour moi. J'étais journaliste. Génial. J'étais journaliste. Okay. Oh, je suis toujours journaliste. Super. Je collabore avec la radio espagnole. D'accord, ok. Oui. Super, enchanté. Bonne journée. La même chose pour vous. Merci, Ciao. Au revoir.
Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce qu'on peut connaître votre prénom pour commencer, s'il vous plaît? Christina. Christina, enchantée. Donc bienvenue dans Fragment d'essence. Pour commencer, pour faire un petit peu connaissance, donc si jamais demain vous vous retrouviez sur une île déserte et que vous pouviez prendre sur vous uniquement 3 objets, lesquels ce seraient? Oui, ça c'est compliqué. Une gourde avec de l'eau et pour pouvoir la remplir si je trouve de l'eau après. Un couteau. Parce que se protéger ou se défendre, on sait jamais. C'est pour se protéger, pour couper si on a besoin de couper quoi que ce soit. Et un bon plaid ou quelque chose pour me couvrir, pour me protéger. Ok, très bien. Alors on est ici à Bruxelles, donc la capitale de l'Union européenne, et on est aujourd'hui dans le thème aussi donc de l'Union européenne. Est-ce que vous vous sentez européen ou européenne, si monsieur veut participer aussi? Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est compliqué à dire. Au quotidien. Ouais. C'est pas l'union protection qu'on nous offre entre nous, entre les pays de l'Union européenne. Oui, je pense que c'est l'aide économique générale, donc le libre-échange entre les pays européens. Le fait qu'en général, j'ai l'impression qu'il y a quand même des accords entre les différents pays. Le fait qu'on veuille investir dans la protection du continent ou en tout cas de l'Union européenne, tout ça fait qu'on se sent plus européen. Voilà. Et la Belgique n'a pas une grande culture ou histoire, donc on se sent peut-être un peu moins belge et un peu plus européen. En tout cas, ça c'est ma perception des choses. Vous êtes belges tous les deux de naissance? Non, moi je suis espagnole. D'accord, très bien. Et moi je suis belge. Ouais. Ok, enchanté. Est-ce qu'on peut connaître votre prénom aussi? Romain. Romain, enchanté, très bien. Alors justement, ça tombe bien parce que j'ai rencontré aussi une dame qui était de Belgique juste avant et qui vient d'Espagne, Marissa. Et Marissa a une question pour vous, la prochaine inconnue que j'avais rencontrée. Donc c'est tombé sur vous. La question qu'elle a, c'est qu'est-ce que vous pensez de Trump? Ouais. Je pense qu'il y a probablement beaucoup de bonnes intentions derrière ce qu'il essaie de faire. Hein. Donc il a une politique très protectionniste. Donc il essaie de protéger les États-Unis et de faire florir, disons, l'économie des États-Unis. Le problème, c'est qu'il est en train de s'isoler du reste du monde avec sa politique et il est en train de faire plus de mal, selon moi, que de bien, même aux Américains. Et donc, personnellement, je suis pas un grand fan ni du personnage, ni de la politique qu'il est en train de mettre en place, quoi. Voilà. Pour moi, c'est un vrai fou radical qui est en train de radicaliser encore plus les gens. Et je pense qu'on a assez de radicales dans le monde déjà et qu'il faut plus s'entraider, plus accepter les autres, savoir qu'il y a des différences, mais qu'il faut accepter. Et on a assez de radicales déjà dans le monde. Et pour moi, c'est un vrai fou qu'il faut enfermer. Parce qu'avec des idées comme lui, on est parti pour une guerre, clairement. Donc, qu'il l'enferme, s'il vous plaît. Comment faire au quotidien pour justement lutter contre cette radicalité? Ouais, ça c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a déjà des idées qui nous apprend depuis petit. On a des commentaires qu'on ne se rend pas compte, mais qu'on dit tous les jours et qui sont déjà assez radicalisés. Donc c'est compliqué pour les quotidiens, mais bon, je pense que je sais pas, ouvrir un peu les yeux, écouter les gens, parler avec les gens, écouter des autres histoires, voir la réalité des gens. Je sais pas, quand les gens, on a la tendance à dire il y a des gens qui viennent profiter de nous, il y a des étrangers qui viennent ici, et c'est surtout pour ça que les gens ont la tendance à aller dans des idées plus radicales. Il faut peut-être connaître ces gens, travailler dans des centres de réfugiés, connaître ces histoires, parler avec eux, et après on va comprendre peut-être pourquoi les gens font certaines choses, et on va arrêter de discriminaliser ces types de personnes, et on va comprendre pourquoi le monde est tel qu'il est maintenant et pourquoi on est mélangé et pourquoi tout le monde devient un peu cosmopolite, évolué et mélangé, et il faut accepter ça. Tout à fait. On a aussi une citation. Alors, on aime bien analyser des proverbes du jour ou des citations du jour. La citation du jour, aujourd'hui, c'est celle d'un des pères fondateurs de l'Union européenne, Jean Monnet. Jean Monnet qui a dit donc ceci: l'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées
à ces crises, pour surmonter ces crises. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous évoque? Je pense qu'on est dans un bon exemple là en ce moment de cette situation, c'est-à-dire que on était dans une Europe un peu passive, Union européenne, hein, pas le continent européen. Et en fait, on se rend compte que là maintenant, comme il y a un petit peu d'hostilité de la part de notre allié depuis quand même très longtemps, on se rend compte que la seule manière pour nous de survivre en tant qu'Union européenne, c'est de jouer ensemble et d'avoir les mêmes objectifs. Donc je pense que la situation est en train de confirmer ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est très au point. Oui, pareil. Je pense que oui, qu'on s'est rendu compte qu'on a tous besoin de tous et on commence à bouger et on commence à protéger les frontières parce que les frontières sont l'entrée à l'Union européenne. Et c'est la seule façon de se protéger, protéger les autres avant nous pour rester unis, rester en bloc et c'est un peu la seule façon de rester tous ensemble et nous protéger. Voilà, je sais pas comment dire. Ouais, finalement, le monde est assez fragmenté aujourd'hui et l'Europe est quand même une économie assez importante au final. Indépendamment, si on regarde tous les pays indépendamment, c'est des petites économies, mais si on se met tous ensemble, bien entendu, on a du pouvoir, on a la capacité de se protéger, on a la capacité d'être indépendant d'un point de vue énergétique, d'un point de vue sécurité. Donc je pense que voilà, c'est le bon moment pour tous se rassembler et regarder vers un avenir tous ensemble. Voilà. Après, c'est pas pour rien que l'Europe est connue comme une potence importante où les gens veulent vivre parce que la qualité de vie, normalement, c'est mieux ici au niveau santé, au niveau système scolaire, santé, tout ça. On est mieux que dans la plupart des continents. Donc, c'est pas pour rien que les gens veulent venir en Europe. Donc, il faut garder cette idée, il faut se dire qu'on est dans un endroit qui vaut la peine et il faut savoir regarder ça qu'on a. Et pour ça, il faut rester unis et travailler ensemble, travailler en bloc pour garder ça qu'on a et garder un bon avenir. Et alors maintenant, autre question, on parle plus sur le travail. Il y a quelque temps, le 1er mai, c'était la fête du travail, la fête de la solidarité. Quel est votre rapport au travail? Je pense que c'est une question compliquée parce que tout le monde est capable d'encaisser des heures de travail différemment. Moi, je suis indépendant. J'ai eu des périodes dans ma vie où je travaillais 12 heures par jour. Et là, maintenant, c'est un peu plus calme. Et en fonction des périodes, en fonction de l'âge, probablement aussi, on est capable de travailler plus ou moins. Je pense qu'il y a aussi tout un incentive, un incitant à travailler qui est le prix du travail, c'est-à-dire combien est-ce qu'on est rémunéré pour les heures qu'on preste. Et je pense qu'il est là le problème, c'est que les gens aujourd'hui se disent qu'ils sont pas assez payés pour les heures qu'ils prestent. Et quand ils regardent ce qu'ils pourraient faire de leur temps à la place de travailler, probablement qu'à un certain moment ils se disent je travaillerai bien moins pour profiter plus de ma vie. Surtout dans les temps incertains à l'heure actuelle, on se dit potentiellement dans 2-3 ans il y a une guerre. Est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui de passer tout mon temps à travailler versus profiter de la vie, voyager, voilà. Donc je pense que chacun est différent face au travail, mais je pense qu'il y a une tendance quand même avec les nouvelles générations à vouloir moins travailler, en tout cas à vouloir être mieux payé pour le travail qui est fourni. Voilà. Je pense un peu pareil. Tout dépend des envies, la qualité et nos envies à nous. Oui, je pense que tout le monde veut travailler le minimum et gagner le maximum d'argent. Ça, c'est un peu l'utopie. Mais c'est pas toujours possible. Les travails flexibles, mais bien sûr, ça, c'est l'idéal. Les gens qui peuvent faire télétravail et tout ça, décider quand ils peuvent aller au travail ou quand rester à la maison, ça, c'est vraiment l'idéal pour les travails qui les permet. Moi, par exemple, mon travail ne le permet pas. Je suis infirmière, donc malheureusement, je ne peux pas décider quand j'ai envie de travailler, quand je reste à la maison. Et oui, l'idéal, ça serait travailler moins. Mais bon, je pense que des semaines entre 35 et 38 heures semaine sont correctes pour avoir une vie sociale, une vie familiale et
une journée de travail avec assez des heures pour être utile. Mais bon, après, je pense que la question, c'est, comme Romain le disait, est-ce que c'est bien payé les heures? Est-ce que voilà, moi personnellement, je suis un peu obligée à cause de mon travail de faire des heures supplémentaires, dont je fais fixe plus indépendant. Et la question, c'est ça. Est-ce que ça vaut la peine de s'épuiser et travailler autant des heures pour être payé un peu plus? Parce que le problème, c'est que plus on paye, plus on travaille, plus on est taxé. Et à la fin, est-ce que ça vaut la peine de limiter sa vie sociale, sa vie familiale pour gagner quelques euros en plus? Voilà, ça c'est surtout la question, et ça dépend de la personne. Chaque personne a ses besoins. Exactement. Donc, je pense que parfois, quand on est jeune, on essaye de profiter au maximum. Et après, quand on arrive à la trentaine, on s'est dit, ah mince, on a profité peut-être de trop, et on se trouve qu'on n'a pas économisé assez. Et on se trouve à faire des journées de 12 et 15 heures pour pouvoir économiser tout ça qu'on a profité d'aller passer. Donc voilà, c'est un choix personnel, je pense. Et voilà, mais 35, 38 heures. 38 heures, si on pourrait descendre à 35, ça serait parfait. La semaine des 4 jours, c'est d'actualité. Et je pense que c'est faisable. Bon, il va falloir augmenter un peu le temps travaillé par jour, mais donc ça libérerait un peu plus de temps pour du fun, du plaisir. Donc je pense que c'est une bonne chose. Le fait est qu'il faut quand même... la question, c'est est-ce qu'on peut rester productif plus longtemps sur une journée? C'est la question que les employeurs se posent. Donc, mais je pense que c'est une bonne idée, en tout cas, à tester et à voir si ça fonctionne sur le long terme. Tout à fait. Bon, on a parlé aussi justement de fun et de loisirs. Quels sont vos plus grands centres d'intérêt, tous les deux? Vos passions? Moi, j'adore... on cuisine ensemble. Ah, génial. J'adore cuisiner. Travaille dans l'informatique, mais c'est aussi un peu ma passion. Donc, d'une certaine manière, je garde ça. J'aime lire, mais il faut trouver le temps de lire. Donc, c'est toujours un peu compliqué. À une certaine période, j'arrivais à trouver le temps de dessiner aussi. Donc, il y a beaucoup de choses. La question, c'est où est-ce qu'on veut mettre le curseur. Il y a aussi l'entrepreneuriat qui prend une grande partie de ma vie. Donc, il faut essayer de faire en sorte que dans 24 heures, il n'y a pas vraiment 24 heures, vu qu'on dort quand même un petit peu, on arrive à trouver finalement la bonne répartition de son temps. Mais voilà, ça c'est principalement, et voyager de temps en temps aussi, c'est agréable. Moi, la nature, les animaux et surtout le voyage. Dès que j'ai du temps libre, mon temps c'est pour voyager. Mes vacances, c'est clair, et mes jours libres sont toujours pour voyager, pour découvrir des nouveaux endroits, nouvelles cultures, connaître des gens. C'est ça qui nous fait ouvrir aussi l'esprit et être un peu ouvert, accepter les choses telles qu'elles sont, accepter les gens tels qu'ils sont, et comprendre un peu mieux la situation que chacun vit. Donc clairement, ma passion, c'est voyager dans le monde, découvrir des nouvelles cultures, des nouveaux plats, même si parfois ça nous plaît pas trop. Mais tester beaucoup de choses, découvrir les mondes. Ouais. Moi, j'ai des origines italiennes, donc j'avoue que j'ai un petit penchant pour l'Italie. Mais on a fait le Sri Lanka l'année passée et c'était vraiment agréable. C'est la première fois que je partais aussi loin et aussi longtemps. Et je pense qu'on va continuer à découvrir un peu le monde, et il y aura probablement des très belles surprises ailleurs, mais j'avoue que l'Italie, ça reste quand même un peu dans mon cœur. Super. Je vous souhaite de belles découvertes encore à venir. Merci. Et pour terminer, dernière question. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, merci. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez poser cette fois-ci aux prochains inconnus que je vais rencontrer comme question? Est-ce qu'ils sont heureux, et qu'est-ce qu'il leur manquerait pour être totalement heureux? On va rester dans du philosophique. Intéressant, ouais, très bien, merci. Merci. Et moi, je demanderais si il pense qu'il dédie assez du temps à ses amis et ses proches, ou il passe plus de temps avec les réseaux sociaux et tout ça. Voilà, s'il dédie plus de temps, à quel est-ce qu'il dédie plus de temps à leurs proches ou à passer du temps avec les réseaux, si ça vaut la peine. Et si le monde allait finir demain,
est-ce qu'ils feront pareil? S'ils allaient dédier le même temps... Ouais, s'ils n'avaient pas de regrets. Voilà, s'ils n'avaient pas de regrets. Très bien. Romain et Christina, merci beaucoup Avec d'avoir plaisir. participé à ce podcast. Tu peux partager Chouette ça. projet en tout Ça cas. va, c'est gentil, c'est Merci. chouette comme projet. Merci d'y avoir contribué. en tout cas. Merci beaucoup et bonne continuation. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et c'est ainsi que s'achève le 40e épisode de Fragments d'essence dans l'une des capitales européennes, Bruxelles. Bien entendu, je tiens à remercier tout particulièrement Thomas, Marissa, ainsi que le duo Romain et Christina pour le partage de leurs uniques fragments de vie, sans oublier toutes les autres personnes dont j'ai pu faire la rencontre. J'ai bien apprécié ces échanges qui ont notamment marqué l'importance du projet européen et de la vie en démocratie malgré les difficultés, l'utilité de repenser nos méthodes de travail, sans oublier l'importance des animaux de compagnie dans nos vies. Et j'ai particulièrement été touché par le témoignage de Marissa qui a subi la dictature pendant une partie de sa vie. En tout cas, je peux vous garantir que votre français est tout à fait compréhensible et je vous encourage à continuer à vous exprimer ainsi. Pour en venir à la citation du jour, il s'agit d'un extrait des Mémoires de Jean Monnet, publié en 1976, où il souligne pourquoi et comment il a mis tout au long de sa vie sa détermination autour d'une idée simple, l'union pour atteindre la paix et la prospérité. C'est ainsi qu'il s'est d'ailleurs impliqué dans la résolution des grandes crises du XXe siècle, et notamment les 2 guerres mondiales. L'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Il convient d'abord de présenter le contexte. Dans les années 70, l'Union européenne n'existe pas encore officiellement. Il s'agit de la Communauté économique européenne créée en 1957 avec pour objectif la constitution d'un marché commun et d'une union douanière entre différents États membres qui sont au départ au nombre de 6, l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Au 1er janvier 1973, 3 nouveaux pays y adhèrent, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni, et l'extension européenne continue progressivement ensuite. Toujours en 1973, l'Europe traverse une crise pétrolière à la suite d'une guerre israélo-arabe, la guerre du Kippour, qui engendre une hausse sans précédent des prix pétroliers. C'est le premier choc pétrolier. En 1979, un deuxième choc pétrolier, issu de la révolution iranienne, renforce ses effets et cela met un terme à la reconstruction d'après-guerre ainsi qu'à l'essor des pays occidentaux. Face à de telles crises, il est fondamental pour les pays européens de s'adapter et de trouver des moyens pour se prémunir d'autres dangers de l'instabilité sur nos économies interdépendantes. Par exemple, en France, cela s'est traduit par une accélération du programme nucléaire civil pour réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. La création de l'Union européenne a officiellement lieu en 1992 avec la signature du traité de Maastricht, réunissant d'abord 12 pays, l'Allemagne, la Belgique, la France, les Pays-Bas, le Danemark, l'Espagne, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal et le Royaume-Uni, avant de s'élargir progressivement ensuite. Après avoir dépassé bien des crises, on a finalement atteint cette union sur le papier. Reste à l'appliquer concrètement et en continu sur notre chantier. Car des crises, il y en a eu et il y en aura toujours. Ce qui compte, c'est comment on construit notre paix, notre harmonie, notre bonheur. Le pont commence dans l'esprit, puis dans les mains de l'artisan. Alors, qu'attendons-nous pour le construire ? Sur ce, je nous souhaite à chacun, chacune de trouver la voie pour bâtir le pont de l'union et de l'harmonie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode bonus à Vitel. Prenez bien soin de vous surtout et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner.
Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.